tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de faire le stage poésie. Donc, c'est un stage de littérature qui est prévu normalement pour les élèves de première qui préparent le bac de français. Donc, le but de ce stage, c'est de voir une multitude d'exemples dans la poésie, donc d'exemples de poèmes et de poètes que vous pourrez utiliser pour vos dissertations, mais également pour l'oral, pour montrer l'étendue de votre culture littéraire. Donc, l'idée, c'est de se faire une culture littéraire rapide pour l'année de première qui permettra d'avoir ce qu'il faut pour les dissertations et pour l'oral. Donc bien sûr, ce sont des choix que j'ai faits, hein, il y avait plein d'autres possibilités, mais voilà, c'est ce que j'ai choisi pour essayer de rentrer dans à peu près tous les sujets. Donc vous avez cette feuille que je donne ici aux élèves à l'agence, qui représente pour chaque image un poème qu'on va voir ou un poète. Donc je vous conseille de noter des petites choses autour, de faire comme une sorte de carte mentale avec des branches, de noter donc les siècles, l'auteur, le titre du poème ou le titre du recueil et deux, trois informations sur cet exemple que vous pourrez ensuite utiliser en dissertation. Car en dissertation, il ne suffit pas de mettre juste l'exemple, il faut pouvoir l'expliquer et montrer que vous le connaissez un minimum. Voilà. Donc, on va le faire par ordre chronologique. On va commencer par Pétrarque. Donc, je vais vous montrer soit des textes, soit parfois des petites vidéos. Il se peut qu'elles soient coupées au montage à cause parfois des droits d'auteur, mais ce sont toutes des vidéos que j'ai retrouvées sur YouTube et que je pense que vous pourrez retrouver facilement si jamais elles sont coupées. Alors, on commence par Pétrarque, parce que Pétrarque, c'est un petit plus dans votre copie. Si vous mettez Pétrarque, je peux vous jurer que le professeur qui vous corrige, il va être très content. Et il faut toujours penser au correcteur. Donc, je vous ai mis à chaque fois en bleu les parcours associés du bac de français. Dans quel parcours associé on pourrait mettre cette œuvre? Donc, Pétrarque, je pense qu'on pourrait le mettre dans l'alchimie poétique, la boue et l'or, et on peut aussi le mettre dans les mémoires d'une âme. Donc je vous passe une petite vidéo sur Pétrarque. Alors, il va y avoir un autre modèle qui influence tous les intellectuels du XVIe siècle, c'est Pétrarque, qui vient d'Italie et qui lui-même a été influencé par l'Antiquité grecque et latine. Donc, c'est un modèle qui va influencer tous les poètes de la Pléiade. Alors, ici, Pétrarque, c'est un écrivain du XIVe siècle. Il va écrire son Canzoniere en italien et dans lequel il va reprendre la tradition élégiaque des auteurs latins qui est le modèle de l'amour courtois. Alors cette tradition élégiaque, elle reprend le culte presque religieux de la femme, qui est un symbole de perfection inaccessible et qui apporte au poète autant de souffrance que de joie. Donc, dans son Canzoniere, Pétrarque raconte sa rencontre avec une jeune femme, Laure, qui est une jeune femme très mystérieuse et totalement inaccessible. La rencontre se passe à Avignon et va inspirer à Pétrarque beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse. Voilà, donc là, dans la première case sur Pétrarque, vous pouvez noter Italie, vous pouvez noter XIVe siècle, vous pouvez noter le titre du recueil, le Canzoniere, et mettre que c'est de la poésie élégiaque, donc le mythe religieux de la femme, l'espèce de perfection inaccessible. La femme, c'est en même temps source de grand bonheur, source de grand malheur. D'accord? Et puis noter que c'est Laure qu'il a rencontré à Avignon, parce que c'est des petits détails qui font que quand vous allez expliquer votre exemple dans la dissertation, ça donnera de la valeur à ce que vous dites, vous montrez que vous connaissez le texte de Pétrarque sur voilà, cette histoire d'amour toujours un peu compliquée, la femme comme perfection, comme ça, magnifique, inaccessible, et en même temps source de grand malheur quand l'amour s'en va ou quand l'amour n'est pas réciproque. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça, noter tout ça pour Pétrarque. N'hésitez pas à mettre pause, à noter ce dont vous avez besoin. Normalement, c'est un stage qui dure 2 heures. Donc là, je vais aller au maximum le plus vite possible, pas vous faire des vidéos trop longues, mais n'hésitez pas à mettre des pauses pour noter tout ce dont vous avez besoin. Donc après Pétrarque, du coup, Pétrarque, ça a influencé ensuite les poètes de la Renaissance, notamment les poètes de la Pléiade. Donc là, on est au XVIe siècle. Je vous montre un texte de Ronsard qui s'intitule Quand vous serez bien vieille, tout simplement parce qu'à l'époque, on ne donnait pas vraiment de nom au poème. Donc souvent, le nom du poème, c'est la première
phrase, le premier vers, d'accord? Ça rentre aussi dans la boue et l'or, hein, cette idée qu'on peut être source de grand malheur, source de grand bonheur en même temps, mais aussi dans Mémoire d'une âme, puisque ça raconte l'histoire d'amour de Ronsard. Alors, on va lire ce poème, je vais vous le lire parce qu'il est écrit en vieux français d'il y a 500 ans. Donc, ça dit: Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, d'évidence et filant, direz, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante ayant telle nouvelle, déjà, non, déjà, sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de Ronsard ne saille recueillant, bénissant votre nom de louanges immortelles. Étendu sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer d'une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si vous m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Alors, c'est une déclaration d'amour, hein. C'est une déclaration d'amour, mais c'est une déclaration d'amour un petit peu particulière, parce qu'on sent qu'il s'est fait un peu rembarré, Ronsard. C'est-à-dire qu'il dit à cette femme: Tu regretteras le temps où je célébrais tes louanges, tu regretteras le temps où je te faisais la cour, où je te courais après. D'accord. Quand tu seras bien vieille, moche et rabougrie auprès du feu, etc., et que moi je serai déjà mort, tu regretteras, profite de la vie, etc. Donc c'est un peu particulier comme déclaration d'amour, parce qu'il lui dit voilà, quand tu seras vieille, tu regretteras. Euh, et puis, il y a cette idée très importante qui revient dans ce poème: Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. C'est une idée qu'on avait déjà dans l'Antiquité qui s'appelle le carpe diem, parce que carpe diem, ça veut dire cueille le jour, littéralement, en latin. Donc voilà, vivez si vous m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Eh bien, en fait, c'est le carpe diem qu'on retrouve euh, qui vient de Horace et qu'on va retrouver, vous verrez, pas que chez Ronsard, on va le retrouver après dans d'autres poètes, chez d'autres poètes. Donc le carpe diem, vous pouvez noter que ça vient d'Horace, ça veut dire cueille le jour ou profite du jour présent. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour Mémoire d'une âme. Je vais vous montrer l'extrait d'un film dans lequel justement on voit des poètes anglophones qui reprennent ce thème du carpe diem. 542. Voilà, donc là, vous pouvez noter le thème du carpe diem. On le retrouve dans beaucoup de poésie ensuite, après l'Antiquité. Vous pouvez noter donc le premier à l'avoir écrit, c'est Horace, et ça veut dire cueille le jour ou cueille le jour littéralement, en fait, profite du jour présent. Le film, c'est Le Cercle des poètes disparus. On en regardera d'autres extraits ensuite, puisqu'on va travailler sur des poètes anglophones. Je continue. On est toujours au XVIe siècle, on passe à Du Bellay. Du Bellay, donc ici, je pense que ça rentrerait dans Mémoire d'une âme, puisque c'est un poème, donc heureux qui est comme Ulysse, un sonnet qui parle du mal du pays. En fait, Du Bellay, il a dû aller travailler à Rome. Il était obligé, devait suivre son oncle, dont il était le secrétaire, et il était très malheureux à Rome. Il n'aimait pas du tout vivre là-bas. Il préférait vivre dans son pays natal, à côté de Angers, donc dans la région angevine. Et il a beaucoup écrit de poèmes sur le mal du pays. Donc ça donne Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Donc voilà, il se demande quand est-ce qu'il va rentrer chez lui, quand est-ce qu'il pourra être heureux comme Ulysse qui rentrait chez lui après la guerre de Troie. Et ensuite, il va dire pourquoi il préfère sa région. Donc, il dit: Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, donc mes ancêtres, que des palais romains le front audacieux. Donc, il dit: Voilà, j'aime pas particulièrement les palais romains, je préfère le petit séjour de mes aïeux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Donc, il préfère l'ardoise des maisons angevines que le marbre des maisons latines. Plus mon Loire gaulois, donc c'est plus le fleuve la Loire, il préfère la Loire, que le Tibre, donc le fleuve qui est à Rome, le Tibre latin. Plus mon petit Liré que le mont Palatin, le petit, donc certainement une petite colline chez lui, le Mont Palatin, donc la colline, une des collines de Rome, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Voilà, donc c'est un poème sur le mal du pays. Vous pouvez noter, ça peut être utile dans des dissertations. La poésie, est-ce que ça parle toujours du bonheur ou du rêve? Non, ça peut parler aussi d'un mal-être, et le mal-être, c'est pas toujours la mort, la guerre, le chagrin d'amour, ça peut être aussi le mal du pays. Alors, c'est un texte qui a été mis en chanson il y a quelques années, à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, par Ridan, qui a repris cette chanson en la mettant comme
en analogie par rapport aux migrants qui venaient et qui se demandaient aussi quand est-ce qu'ils pourraient rentrer chez eux. Ça vous montre bien que la poésie, elle joue vraiment sur les sonorités, sur les mots, parce que c'est facile à mettre en chanson. Je vous fais écouter rapidement une petite partie de la... Ça a été repris ensuite après, ça vous pouvez montrer le côté un petit peu musical des poèmes à travers le fait que parfois c'est repris en chanson. Alors, on arrive à la deuxième moitié du XVIe siècle. Ici, j'ai mis un poète qu'on n'étudie pas très souvent et du coup, ça fait du bien dans une copie de voir des textes un petit peu originaux que toujours du Baudelaire, du Verlaine, du La Fontaine. Donc Agrippa d'Aubigné, je l'ai mis dans Mémoire d'une âme parce que la poésie, ça peut aussi raconter des choses de la vie, de la vraie vie et être vraiment ancré dans le contexte d'une époque. Et ici, on est pendant les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Agrippa de Bigny était un protestant et donc il écrit sur les guerres de religion. Donc ce texte, bien que la guerre soit âpre, fière et cruelle, un sonnet. Donc ça parle de la guerre. Je vous laisse le lire, hein. Vous voyez que si on avait un commentaire à faire dessus, ce serait assez facile. On voit le champ lexical de la guerre, on voit quelque chose comme s'il s'adressait à quelqu'un. Euh, donc ici, voilà, dénoncer les guerres de religion, dénoncer la violence des guerres de religion, la violence des guerres. Voilà, vous pouvez mettre ça pour le XVIe siècle, Agrippa de Bigné, Mémoire d'une âme. Pensez à quoi sert la poésie, mais il y a aussi à parler de son temps et à dénoncer les choses de son temps, comme on l'a vu avec Merle dans le stage sur l'argumentation, le poème sur la Shoah, par exemple. Donc voilà, pensez à Agrippa de Bigné. Bien sûr, on ne peut pas faire un stage poésie sans parler de La Fontaine. Et La Fontaine, bien, ça rentre dans La Boue et l'Or, même si La Fontaine, il est utilisé dans le chapitre sur littérature d'idées, sur l'imagination, mais ça peut aussi rentrer dans une dissertation qui porterait sur La Boue et l'Or, montrer comment on arrive à faire quelque chose de très beau avec les défauts des êtres humains. Là, vous prenez n'importe quelle fable de La Fontaine, ça fonctionnerait très bien. Après, pensez toujours à ce qui fera le plus plaisir au correcteur, c'est-à-dire que si vous mettez le corbeau et le renard, bon bah voilà, tout le monde connaît, ça risque de ressortir dans beaucoup de copies. Essayez une fable peut-être un peu moins connue, comme Les animaux malades de la peste, La mouche et la fourmi, enfin voilà, des choses un petit peu différentes. Mais voilà, La Fontaine, ça fonctionne très bien pour critiquer la société, pour se moquer, pour faire en même temps un joli texte à partir de critiques sociales et de défauts de la société, de la cour et de l'être humain en général. Alors, une petite alternative à La Fontaine, c'est Boileau. Boileau vit exactement à la même époque, hein. Il est ami avec La Fontaine, Molière, Racine, hein. Tous ces gens-là se connaissent et boivent des coups ensemble à la taverne. Ça rentre aussi dans La Boue et l'Or, puisque c'est une satire. Donc Boileau a écrit plusieurs satires. Là, c'est dans l'extrait de satire 3, et c'est le texte qui s'appelle Le repas ridicule. Je vous ai pas tout mis, hein, c'est juste une partie. Il raconte comment il a été invité chez quelqu'un à dîner, mais on voit que ça fait longtemps qu'il voulait pas y aller. Mais comme c'est quelqu'un qui était bien vu à la cour du roi Louis XIV, il est quand même allé dîner chez, chez cette personne. Donc vous voyez ici. Je sors de chez un fat qui, pour m'empoisonner, je pense exprès chez lui, m'a forcé de dîner. Je l'avais bien prévu depuis près d'une année. J'éludais tous les jours sa poursuite obstinée, mais hier il m'aborde et en me serrant la main, ah monsieur m'a-t-il dit, je vous attends demain, n'y manquez pas au moins, j'ai 14 bouteilles, etc., etc. Donc ça, vous pouvez l'utiliser en disant que c'est une poésie un petit peu romancée, puisqu'il raconte, on a l'impression qu'il nous raconte vraiment une histoire, une discussion. Ça critique la société aussi, ça critique voilà, les gens qui sont bien vus à la cour, mais qui sont en fait bêtes ou pas intéressants, selon Boileau, qui font des repas ridicules, etc. Donc vous pouvez utiliser Boileau aussi pour la satire, la critique de la société. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours La Fontaine. Donc vous pouvez utiliser Boileau, XVIIe siècle. Alors, vous allez me dire, oulala Juline, où est passé le XVIIIe siècle, hein? Alors, je passe directement à Lamartine parce que c'est vrai que sur la poésie, il existe bien sûr hein, des poètes du XVIIIe siècle, mais c'est pas les plus connus. Le XVIIIe siècle est plutôt connu pour le théâtre et la philosophie des Lumières, donc on le verra plus dans les deux autres stages. J'ai préféré mettre des exemples sur d'autres choses qui pourront vraiment vous être utiles. Alors ici, on a quand même Lamartine hein, qui parle quand même de la fin du XVIIIe siècle. Donc vous pouvez mettre fin 18e, début 19e Lamartine. C'est un poème qui s'appelle Contre la peine de mort et je l'ai rangé dans le parcours associé Mémoire d'une âme. Alors c'est un poème qui est très très long, là je ne vous ai mis que la fin, mais le poème fait au moins 5 ou 6 fois cette taille-là, d'accord?
Donc en fait, il raconte l'histoire là, c'est des soldats qui reviennent après toutes les révolutions françaises. Il faut savoir qu'il y en a eu trois quand même, hein, 1789, c'est la plus connue, mais il y a eu 1830, 1848 ensuite. Et donc ici, on est plutôt après les guerres de Napoléon, les retours de roi, etc. Et Lamartine écrit ce poème voilà, de soldats qui rentrent et qui, le pays est en sang, le pays est à feu et à sang, il n'y a plus rien, le pays est appauvri, d'accord? Donc, mais le jour où le long des fleuves tu reviendras, les yeux baissés sur tes chemins, suivi, maudit par quatre veuves et par des groupes d'orphelins, oui, puisque tout le monde est mort, de ton morne triomphe en vain, cherchant la fête, les passants se diront en détournant la tête, marchons, ce n'est rien de nouveau. C'est après la victoire un peuple qui se venge. Le siècle en a menti, jamais l'homme ne change, toujours ou victime ou bourreau. Ça, vous pouvez le noter, vous pouvez citer des textes, hein, c'est très bien vu dans une copie. Jamais l'homme ne change, toujours ou victime ou bourreau, c'est très très beau. Euh, Cette idée que quand c'est le peuple qui gagne la bataille, qui gagne la révolution, eh bien, il devient un bourreau, comme c'était le cas pendant la terreur de 1792, 93, 94. Et quand c'est le peuple qui perd, eh bien, il est victime, et cette fois, c'est le pouvoir politique, le roi ou l'empereur, qui se venge. Donc ici encore, c'est comme Agrippa de Bigné, vous pouvez mettre que c'est un auteur qui parle des vrais problèmes de son époque, des choses qu'il a vues, de la Révolution, des massacres, etc. Ensuite, on passe bien à Victor Hugo. Victor Hugo a un poème très original et qu'on peut mettre dans franchement beaucoup, beaucoup de dissertations. Moi, dans beaucoup de sujets de dissertation, j'arrive à le glisser celui-là, donc il rentre dans la boue et l'or, puisque vous allez voir qu'on fait de la poésie, on va faire de l'or avec de la boue. On va réenchanter la vision des petites choses du quotidien et notamment l'araignée. On n'aurait pas pensé à faire un poème sur l'araignée, donc poème de Victor Hugo, J'aime l'araignée. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait et que rien n'exauce et que tout châtie leurs mornes souhaits. Parce qu'elles sont maudites, chétives, noires, êtres rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens. Parce qu'elles sont prises dans leurs œuvres au sort fatal, nœud, parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée un gueux, elles ont, pardon, l'ombre des abîmes, parce qu'on les fuit, parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit. Passant, faites grâce à la plante obscure, au pauvre animal, plaignez la laideur, plaignez la piqûre, oh, plaignez le mal. Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie, tout veut un baiser. Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on les oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas, loin du jour, la vilaine bête et la mauvaise herbe murmurent amour. Texte magnifique de Victor Hugo qui montre que l'araignée et l'ortie sont des choses qui demandent aussi de l'amour. Et vous voyez alors, ce poème, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, pour mettre le regard un petit peu, modifier un peu le regard, le poète nous modifie notre regard sur les choses du quotidien, sur les choses qu'on n'aime pas ou qui sont laides. Et d'ailleurs, vous voyez l'antithèse tout de suite, j'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait, déjà dans la. Et puis ensuite, utiliser ce texte pour montrer que ce qu'on ressent, euh, la beauté qu'on ressent quand on lit un texte poétique, ça vient aussi de la musicalité et du rythme. Et ici, vous voyez bien le rythme. Un vers long, un vers court, un vers long, un vers court, un vers long, un vers court. Et quand on le lit, on le sent et ça provoque une émotion. Donc pensez à ça quand vous avez des sujets de dissertation qui vous demandent en quoi ce qu'on ressent, d'où ça vient, l'émotion qu'on ressent, etc. Pensez, c'est pas juste le thème, c'est aussi la façon dont c'est écrit. Et là, c'est le rythme qui fait les sensations. Toujours Victor Hugo, je vous propose donc Demain dès l'aube, Mémoire d'une âme, qui rentre pile poil dans le programme, puisqu'il est dans le recueil qui est au programme Les Contemplations. C'est un texte vous lirez, hein, sur la mémoire de sa fille Léopoldine, qui est morte noyée et qui était la fille préférée de Victor Hugo. Donc il a écrit beaucoup de choses sur sa mort. Et ici, Demain dès l'aube, c'est un poème qui raconte qu'il va euh, parcourir la campagne, la montagne le matin pour aller fleurir la tombe de sa fille. Un très beau poème, voilà, que vous pouvez utiliser aussi pour le deuil, hein. Pensez que la poésie ne parle pas toujours des bonnes choses. Si vous voulez parler de la souffrance, du mal-être, vous pouvez parler de la guerre, le mal de pays, mais aussi le deuil. Donc voilà, ici, n'hésitez pas, 19e siècle, Victor Hugo, le deuil, Demain dès l'aube. On continue au 19e siècle avec Rimbaud. Ici, je l'ai mis dans Mémoire d'une âme, Le Dormeur du Val, très très célèbre poème. Le Dormeur du Val, ça raconte l'histoire d'un homme, un soldat qui dort dans un joli petit décor verdoyant, dans un trou de verdure où chante une rivière, où il y a des petits rayons de soleil, etc. Et en fait, au fur et à mesure du poème, on se rend compte que la personne ne dort pas puisqu'il a deux trous rouges au côté droit. En fait, il est mort.
D'accord? Et on se rend compte, si on relit le poème une deuxième fois, qu'il y avait des indices sur le fait qu'il soit mort, parce que les comparaisons, elles sont étranges. Souriant comme sourirait un enfant malade, il a froid, les parfums ne font pas frissonner sa narine, etc. Donc en fait, c'est une dénonciation de la guerre de 1870, qui était une guerre de la France contre les Prussiens, hein, les Allemands, hein, si on résume. Et c'est une dénonciation, mais vous voyez que c'est pas une dénonciation frontale comme on pouvait l'avoir pour Agrippa d'Aubigné ou pour Lamartine ici. C'est subtil. Il dit même pas qu'il est mort. Il a deux trous rouges au côté droit. C'est à vous de comprendre qu'il est mort. Moi, je me souviens, j'ai étudié ce poème quand j'étais en primaire et j'avais pas compris qu'il était mort. Il a deux trous rouges au côté droit. Pour moi, il avait deux trous rouges dans son vêtement, mais j'avais pas compris du tout qu'il était mort. Donc vous voyez que c'est très subtil cette dénonciation. Donc vous pouvez l'utiliser pour ça, dénonciation de la guerre, et aussi vous pouvez l'utiliser pour mise en avant de la beauté, des couleurs et de la nature. Ça marche aussi. Toujours Rimbaud. On va commencer à faire un peu de modernité poétique, parce qu'il y a quand même le troisième parcours associé dont on n'a pas encore parlé, la modernité poétique. Ici, la modernité, elle est dans la forme du poème. Vous voyez, c'est tercé, avec deux vers longs, un vers court. Encore une fois, le rythme, c'est important. Les effarés, je crois que j'ai jamais fait une dissertation que j'ai pas mis les effarés en exemple. J'arrive à le caser partout. Les effarés, c'est un poème qui parle de petits orphelins qui sont tout seuls. Il fait nuit, il fait froid, c'est l'hiver. Et alors du coup, ils se mettent dans le soupirail du boulanger ici, vous voyez, pour sentir le pain chaud et l'odeur du pain et se réchauffer. Je ne vais pas tout vous lire, je vous lire juste le début, mais que vous entendiez la modernité au niveau du rythme. Noirs dans la neige et dans la brume, aux grands soupirails qui s'allument, leur cul en rond. À genoux, 5 petits misères regardent le boulanger faire le lourd pain blond. Ils voient le fort bras blanc qui tourne la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Ils écoutent le bon pain cuire, le boulanger au gras sourire chante un vieil air. Et donc on sent vraiment ce rythme. Donc vous pouvez l'utiliser pour le rythme ou pour la dénonciation de la misère. Parce que certainement que Rimbaud, il n'a pas écrit ça comme ça. Il a dû voir une scène qui ressemblait à ça et écrire ce poème sur la misère du 19e siècle. Donc utilisez-le aussi quand vous parlez de poésie qui dénonce, qui parle de la société, la misère. Vous pouvez utiliser les effarés de Rimbaud, ces petits orphelins qui ont froid, qui sont dans le trou du soupirail du boulanger. 19e siècle toujours. Alors ici, on a donc le très célèbre poème L'Albatros qui rentre dans Mémoire d'une âme, je pense. On peut le mettre dans Mémoire d'une âme. Vous connaissez ce très célèbre poème peut-être de c'est un poète qui dit qu'il se sent comme un albatros, c'est-à-dire que quand il est dans les airs, c'est-à-dire dans son monde à lui de poète, d'artiste, eh bien, il est majestueux, il est beau, il est le roi, il est superbe. Et quand il est sur le sol, eh bien, les gens se moquent de lui parce que c'est un artiste incompris, malheureux, il est maladroit, il est veule, il est laid, etc. Et il le dit réellement, hein, on a vraiment la comparaison, le poète est semblable au prince des nuées. Donc, je vous ai mis ce poème parce que il faut penser que la poésie ne parle pas toujours que d'autre chose. Elle peut parler de soi aussi. Elle peut parler du poète en tant que lui. Poète malheureux, poète maudit, poète incompris. D'accord? Donc vous pouvez utiliser ici ce poème de l'albatros avec ses ailes de géant qui l'empêche de marcher. Ça irait très bien dans un argument, voilà, pour montrer que la poésie parle aussi des poètes eux-mêmes et de leur malheur, de leur mal-être, de leur souffrance. Alors, pour la boue et l'or, vous avez bien sûr la charogne hein, qui est dans les fleurs du mal, mais je voulais vous mettre un autre poème pour que vous puissiez axer sur voilà partir sur un autre poème et mettre en avant votre culture littéraire. Donc c'est Rimbaud, bien sûr, le très très célèbre poème Vénus Anadyomène. Et là, ça rentre dans la boue et l'or. C'est un peu le même principe que la charogne, c'est-à-dire qu'on va essayer avec du lait, de faire de montrer une beauté laide. Vénus Anadyomène. Sonnet. Comme d'un cercueil comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec ses déficits assez mal ravaudés. Déjà, on voit, il mélange vraiment les styles. Le cercueil, elle est mal ravaudée, une vieille baignoire, une femme. euh,
puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor, la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. L'échine est un peu rouge et le tout sent un goût horrible, étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent deux mots gravés, Clara Vénus, et tout ce corps remue et tend sa large croupe, c'est-à-dire ses fesses, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Voilà, donc c'était un poème qui a fait scandale à l'époque, hein, de faire rimer Vénus et anus. Déjà, c'était sublime. Mais si vous devez retenir un vers, retenez le dernier, belle hideusement. Vous l'avez là, l'oxymore, il est magnifique, la bouée-l'or, elle est là, hein. Belle hideusement d'un ulcère à l'anus, elle est belle, elle est moche en même temps. Voilà, c'est certainement une scène pareille que Rimbaud a dû voir et qu'il a décrit en poésie. Voilà, donc là vous pouvez utiliser. Alors Clara Vénus, c'était une prostituée très célèbre, hein, enfin, célèbre du 19e siècle, et là on voit qu'elle est sur la fin. Elle est vieille, elle est plus. Euh, voilà, c'est une vieille femme, mais elle a toujours donc ce tatouage dans le creux du dos, Clara Vénus, ouais, c'était son nom de prostituée. Donc voilà, dans la bouée l'or, n'utilisez pas tout le temps que du Baudelaire, oui, que du Baudelaire. Allez chercher Rimbaud aussi, ça marche très bien. Ou Victor Hugo, l'araignée, ça marche très bien. Alors, je passe au calligramme d'Apollinaire. Les calligrammes, donc c'est cette technique qu'a inventée Apollinaire d'écrire un poème avec la forme qui correspond au thème de son poème. Donc ici, c'est un autoportrait. Donc il s'est dessiné lui-même. Hein, c'est écrit Reconnais-toi, cette adorable personne, c'est toi. Sous le grand chapeau canotier, voici l'ovale de la figure, œil, nez, bouche, et vous voyez qu'il a mis l'œil au bon endroit, le nez au bon endroit, la bouche au bon endroit, etc. Le cœur aussi, je crois qu'il est vraiment à la place du cœur, voilà ici. Ça, c'est à utiliser souvent dans la troisième partie, quand vous voulez dépasser votre sujet et que vous voulez montrer que la poésie, eh bien, elle a d'autres buts, d'autres vocations, d'autres raisons d'être. Quelles sont les autres choses que la poésie apporte? Eh bien, la poésie, vous pouvez mettre en dernière partie, dernière partie, dernière sous-partie, que la poésie, parfois, elle a juste besoin de s'amuser. Le but, c'est de s'amuser avec la langue, et donc on peut s'amuser avec la langue, avec la forme, hein, avec le visuel. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les calligrammes. Ça marche très très bien. On est au XXe siècle, pardon, excusez-moi. On continue au XXe siècle avec le surréalisme et la modernité poétique. La terre est bleue comme une orange de Paul Éluard. Alors, quand je parle de ce poème-là en cours, souvent les élèves me disent La terre est bleue comme une orange. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il avait fumé, Paul Éluard, quand il a écrit ça? Alors, justement, il est assez marrant ce poème. La terre est bleue comme une orange. On se dit Ok, mais Éluard, t'en tiens une couche. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Ça veut dire qu'il est en train de vous dire non, non, mais je me suis pas gouré, c'est vraiment ça que je voulais dire. Ok, vas-y, je te suis. Il ne vous donne plus à chanter, autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours, elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires, et quel vêtement d'indulgence à la croire toute nue. Et là, on se dit, ouais, ok, je connais tous ces mots, je comprends ces mots, mais alors mis ensemble, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? On a l'impression qu'on comprend pas vraiment ce qu'il veut nous dire. Les guêpes fleurissent vert, et là, on se dit, oh là 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 là. Je sais pas ce que c'était, mais c'était de la bonne. Les guêpes fleurissent vert, l'aube se passe autour du cou. Oui, bien sûr, Éluard. Un collier de fenêtre. Des ailes couvrent les feuilles, tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Alors bon, on se dit, ok, je pense qu'il parle d'une femme, toute nue, secret, beauté, le collier, etc. Il doit y avoir quelque chose en rapport avec une femme, mais on ne comprend pas très bien. En fait, il vous faut la clé de lecture pour lire Paul Éluard, parce qu'en fait, la femme d'Éluard, elle était rousse, avec les yeux bleus. La terre est bleue comme une orange. D'accord? Et c'est une déclaration d'amour à sa femme, ce poème. D'accord? Hein, c'est vraiment une déclaration d'amour à sa femme sur quand elle se lève le matin, elle passe, voilà, certainement, elle ouvre les fenêtres, elle met ses bijoux, etc. Et ça mélange un peu tout parce que le surréalisme, c'est le monde du rêve. Et vous voyez bien que quand vous rêvez, parfois il y a des choses totalement absurdes. Vous ouvrez une porte, vous vous retrouvez dans le désert, mais tout a l'air parfaitement normal. Eh bien, c'est ça le surréalisme. Donc, quand vous avez des choses sur la poésie et le rêve, des dissertations sur le rêve en poésie, vous ne pouvez pas ne pas mettre les surréalistes, hein. Vous êtes obligé de me mettre Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange. D'accord? Mais vous pouvez l'utiliser aussi dans le bonheur. Souvent, on voit plein de poètes qui parlent du malheur, de la souffrance, etc. Mais vous devez, quand vous faites votre thèse, antithèse, synthèse, vous devez aussi parler des poètes qui parlent de la beauté des choses. Et ici, vous pouvez mettre la beauté de l'amour, de sa femme, etc. La terre est bleue comme une orange. Ça marche assez bien. Alors, pour
la modernité poétique, vous pouvez utiliser aussi l'autre recueil d'Éluard, Les Mains libres, qu'il a écrit avec Man Ray. Et en fait, Man Ray a d'abord dessiné, Man Ray c'est le dessinateur, c'est l'artiste, hein, il a dessiné d'abord les dessins, et ensuite Éluard a écrit les textes. D'accord? C'est l'inverse de quand vous étiez à l'école, vous aviez votre cahier de poèmes, vous écriviez, après vous faisiez des dessins. Bien là, c'est d'abord le dessin, et ensuite après, une fois avoir vu ce dessin, Éluard a écrit le poème L'Arbre rose. Alors, ce sont des petits poèmes, souvent, parfois il y a 2 lignes, 3 lignes, enfin 2 vers, 3 vers, là il y a quatre vers. Ça parle beaucoup de, de la femme, des mains. C'est assez érotique dans la façon dont c'est dessiné sur certains dessins. Voilà, vous pouvez utiliser ça aussi, hein, le rapport entre l'écriture et le texte, et ces textes un petit peu énigmatiques parce que dans le monde du surréalisme et du rêve. Alors, on est au XXe siècle, toujours dans la modernité poétique. Je voulais vous montrer ce poème de Aragon, C, qui rentre dans beaucoup de dissertations aussi parce que c'est encore une fois s'amuser avec la langue. S'amuser avec la langue, on l'a vu avec Apollinaire, c'est visuel, mais s'amuser avec la langue, ça peut aussi être sonore. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ce poème s'appelle C, comme ça. J'ai traversé les ponts de C, c'est là que tout a commencé. Une chanson des temps passés parle d'un chevalier blessé, d'une rose sur la chaussée, d'un corsage délacé, du château d'un duc insensé et des cygnes dans le fossé. Vous avez compris l'idée? Voilà, donc toutes les rimes sont en C, c'est beau, c'est simple, c'est juste on s'amuse avec la langue et on s'amuse à faire un poème qu'avec du C. Donc vous pouvez le mettre dans s'amuser avec la langue d'un point de vue sonore. Et ça, c'est le vrai pont de C, de la ville de C. Toujours dans la modernité poétique, vous avez, j'ai vu que beaucoup d'élèves cette année avaient choisi ça comme œuvre choisie pour la deuxième partie de l'oral, le texte les poèmes de Ponge, qui sont des poèmes en prose, d'accord? Alors c'est pas parce que c'est de la prose que ce n'est pas de la poésie, hein. La poésie, c'est jouer sur les sonorités et les mots pour faire ressentir des sensations. Il n'y a pas forcément besoin de rime. Donc ici, vous avez le cajot, hein, vous savez, petite cagette là, dans laquelle vous mettez vos légumes. À mi-chemin de la cage à cachot, la langue française à cajot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits, qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie. Agacé de façon qu'au terme de son usage, il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas de foi, ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme. À tous les coins de rue qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc, tout neuf encore et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite à la voirie jetée sans retour. Cet objet est en somme des plus sympathiques, sur le sort duquel il convient toutefois de ne pas s'appesantir longuement. Donc voilà, pareil, regard sur le monde un peu renouvelé comme l'araignée de Hugo, et bien ici Ponge s'amuse à faire des poèmes sur des choses du quotidien, une orange, du pain, un cajot, une huître. Voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez l'utiliser pour montrer que la poésie, le poète renouvelle votre regard, change notre regard, un regard différent sur le monde. Alors, dans Mémoire d'une âme, je vous ai mis le chant des partisans. Vous allez me dire, Juline, c'est une chanson. Oui, tout à fait. C'est un chant, hein, c'est le chant des résistants pendant une partie des résistants pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale en France. Mais vous pouvez essayer de faire entrer de la chanson en poésie. Mais attention, il faut bien l'argumenter dans votre introduction. Et si vous voulez vraiment que ça passe tout seul et qu'on ne puisse pas vous faire de grief, vous mettez que Bob Dylan a été prix Nobel de littérature en 2017, il me semble. Et là, ça passe. D'accord. Le chant des partisans, le texte a d'abord été écrit. Alors pourquoi j'utilise ce texte? Parce que je voulais vous montrer que la poésie, elle peut aussi être violente. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on a des gens qui critiquent la guerre, qui critiquent la violence, qui disent oh là là, c'est mieux quand on s'aime, etc. Mais il y a aussi des chants qui étaient des chants de guerre, des chants qui galvanisent pour aller au combat. Et si vous regardez un petit peu ce chant, c'est un chant violent, mais parce qu'il faut aller au combat et il faut lutter. Je vous mets une partie. Oui, c'est un texte violent, un texte de guerre, hein. Donc les corbeaux noirs, ce sont bien sûr les Allemands, hein, sur les terres françaises. L'auteur du texte, c'est Maurice Druon, si vous voulez le citer, comme voilà, des textes qui étaient comme ça, des textes qui par le contexte, étaient des textes qui galvanisaient. Mais vous avez la Marseillaise aussi, hein, qui est comme ça, qui est un chant de guerre extrêmement violent, mais de par son contexte historique, hein, voilà. Donc c'est un exemple que j'avais utilisé l'année où la dissertation, c'était est-ce que la littérature, c'est une arme efficace contre la guerre? Et j'avais mis en troisième partie justement qu'il y avait des littératures qui étaient pro-guerre, qui étaient belliqueuses. On peut utiliser le champ des partisans.
Alors, on continue au XXe siècle avec ce qu'on appelle les poètes de la négritude, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor notamment, qui sont des grands poètes qui ont écrit sur l'esclavage, les discriminations par rapport qui ont été faites vis-à-vis des Noirs, etc. Donc ça rentre dans modernité poétique, parce que vous allez voir la forme, c'est ce qu'on appelle des vers libres, et ça rentre bien sûr dans Mémoire d'une âme, ça parle d'une époque et d'un ressenti par rapport aux personnes qui ont vécu l'esclavage notamment. Alors, ici, ce sont des vers libres. On n'en a pas vu encore. Voilà, ce sont des vers hein, quand même, mais ce sont des vers libres. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément de forme particulière et de rime particulière. Donc, cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire. Partir comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères. Je serais un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait n'importe quel moment le saisir de roue, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Mais est-ce qu'on tue le remords? Remords, majuscule. Beau comme une face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crâne de Hottentot. Les Hottentots, c'était un peuple africain qui avait des fesses assez volumineuses et qu'on a fait venir en France, notamment la Vénus hottentote, hein, cette Vénus noire, pour faire un peu le tour d'Europe comme un animal de cirque et montrer ses grosses fesses à tout le monde. Il y a un très beau film qui a été fait là-dessus d'ailleurs qui s'appelle Vénus, je crois, ou Vénus noire, je sais plus. Voilà. Tapez Hottentot sur un Vénus hottentote sur Internet, vous verrez. Donc voilà, c'est une dénonciation hein, de l'esclavage, des discriminations liées aux Noirs, mais vous voyez qu'il utilise tous les autres peuples qui ont pu être discriminés, comme les Juifs, les Cafres, les Hindous, etc. etc. Euh, voilà, ici à utiliser pour montrer que la poésie parle aussi du contexte, parle aussi de choses difficiles comme l'esclavage, parle aussi voilà, de plein de choses. C'est pas que le rêve, la poésie et les déclarations d'amour à la Pétrarque. Alors ensuite, je vous propose deux auteurs qui vont vraiment donner du cachet à votre copie et qui vont faire plaisir à votre correcteur parce qu'ils ne s'attendront pas du tout à ce que vous les citiez. Ce sont des poètes anglophones, des poètes américains du 19e, 20e siècle qui ont écrit. euh, on va écouter tout de suite le poème de Walt Whitman. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Je vois dans l'œil de M. Pitts, là, Donc que le la cercle des littérature du poètes disparu. 19e siècle n'est d'aucune utilité pour la banque ou la médecine. Hein? Vrai? Peut-être. Monsieur Hopkins est bien d'accord, vous pensez, oui, bornons-nous à apprendre notre Monsieur Pritchard et à annoncer nos rimes, et puis nous attaquerons notre programme réel, satisfaire nos vraies ambitions. J'ai un petit secret à vous dire. Approchez. Allons, approchez. Voilà, donc ici vous avez le poème, donc vous le mettez dans la langue originelle hein, en anglais, Au me, au life, c'est toujours mieux, hein, au moi, au la vie, Au me, au life. C'est un poème qui parle de qu'est-ce qu'on fait là, quoi, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait là de ce monde débile, ces villes peuplées de sots, ces cortèges d'incroyants. Sots, ça veut dire con, hein. Donc, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que tu peux apporter quelque chose à ce monde. Qu'est-ce que tu veux apporter, hein? Que tu peux y apporter ta rime. En anglais, c'est que tu peux apporter ton vers, your verses. Euh, donc, voilà, une réflexion presque philosophique sur la vie. Vous pouvez mettre aussi que le poète, il est aussi dans la réflexion sur la vie. Qu'est-ce qu'on fait là? Euh, voilà. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour ça. Walt Whitman, Oh Me, Oh Life. Et puis j'aime beaucoup tout ce qu'il dit avant. C'est pour ça que je vous l'ai mis le passage avant, qui n'est pas un extrait du coup d'un poème. C'est dommage, mais que vous pouvez essayer de réutiliser un petit peu dans vos dissertations. On lit et on écrit de la poésie non pas parce que c'est joli, mais parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. À quoi sert la poésie? Si vous avez un sujet comme ça, c'est parfait. Hein. Donc voilà Walt Whitman. Deuxième poète anglophone que je voulais vous présenter, c'est Robert Frost. Pareil, ça rentre dans Mémoire d'une âme et le titre du poème, c'est Two Roads Diverge in a Wood. Voilà, donc ici, vous voyez, une réflexion, encore une fois, presque philosophique sur l'idée de ne pas ressembler à tout le monde, de choisir sa propre voie, ses propres idées. Hein. Donc, deux routes s'offraient à moi, two roads diverge in a wood, et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas, et ça a fait toute la différence. Euh, donc voilà, des espèces de réflexions personnelles aussi sur l'être humain, sur les voies à prendre,
Ça serait presque du développement personnel, d'accord? Vous pouvez utiliser Robert Frost ici, ça rentrerait dans Mémoire d'une âme. À quoi sert la poésie? De quoi parle un poète? Est-ce que le poète permet de faire une réflexion sur la vie? Enfin, vous voyez, ça rentrerait dans plein de sujets. Et on arrive à notre tout dernier exemple. C'est un exemple que je mets qui est un peu particulier, je l'avoue, de Guy Hédré. Encore une fois, c'est une chanson, mais parce que je n'ai pas trouvé de poète qui faisait de l'humour grinçant. Je me suis retrouvée un jour dans une classe à travailler sur une dissertation avec des élèves et on cherchait, l'argument c'était de trouver quelqu'un qui dénonçait, mais en faisant de l'humour grinçant. Et on ne trouvait pas en poésie, et j'ai pensé à Guy Hédré. On trouvait en chanson. Je pense que ça doit être protégé par le droit d'auteur, ce passage, donc vous pourrez le voir directement soit sur la page de Guédré, soit sur YouTube. La chanson s'appelle Pisser debout, c'est l'une des moins trash, mais elle en a des très très trash. C'est du 8e, 9e, 12e degré, hein. D'accord? C'est vraiment du politiquement incorrect, et du coup, je le mettrais dans la boue et l'or. Voilà, c'est vraiment si jamais vous avez un jour un sujet de dissertation, vous avez besoin de ça, mais normalement, vous n'aurez pas besoin d'utiliser un exemple comme ça. Mais voilà, si jamais vous avez besoin, vous pouvez découvrir Guy Drey, euh, qui est vraiment, oui, qui est dans vraiment l'humour très trash, quoi, et extrêmement, extrêmement trash, très politiquement incorrect. Mais c'est drôle. Voilà, donc là vous avez tous vos exemples pour une dissertation sur la poésie. Alors je peux vous proposer d'essayer de faire différents sujets de dissertation de poésie. Alors par exemple, vous pouvez tester la poésie a-t-elle pour but de célébrer la beauté du monde? Voilà, vous pouvez essayer de faire avec tous les exemples que vous avez là. Qu'est-ce que vous feriez comme plan? Vous pouvez essayer aussi la vocation de la poésie est-elle de montrer la souffrance et le mal-être? Hein, ce sont tous des vrais sujets qui sont déjà tombés. Et si vous voulez essayer un sujet thématique, vous pouvez essayer à quoi sert la poésie. Et sinon, en sujet thématique, vous pouvez essayer, selon vous, à quoi tient les sensations que l'on ressent à la lecture d'un texte poétique. Voilà, vous pouvez faire ces quatre plans-là pour vous entraîner à partir de tout ce que vous avez vu dans ce stage poésie. Je vais vous faire donc une vidéo sur le stage littérature d'idées et une vidéo sur le stage théâtre. Voilà, révisez bien en tout cas et bon courage à tous.